Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer les questions parasitaux. Alors on va commencer par la première question, c'était une question de Résident à Alger 2019. L'amébiase intestinale, cochez la réponse juste. L'entamoeba histolytica type Mineta et la forme infestante. L'amibe pathogène peut se localiser initialement au niveau hépatique. Chez le sujet immunocompétent, toutes les amibes peuvent être pathogènes. Le traitement est à base de métronidazole, où là la fièvre est toujours présente au cours des syndromes dysentériques. Alors, on va cocher la réponse juste. L'amébiase intestinale, l'entamoeba histolytica de type Mineta est la forme infestante. Alors, comme vous savez, la forme infestante dans l'amébiase intestinale sont les kystes mûrs. D'accord? Qui peuvent se trouver soit les mensales, les poliés, les crédités, etc. Alors, ce n'est pas l'entamoeba histolytica de type Mineta. D'accord? Bon, si vous voulez dire un petit rappel à le cycle évolutif de l'entamoeba histolytica avant de répondre à ces propositions. D'accord? Alors, comme vous savez, le cycle de l'entamoeba histolytica, on a deux types de cycles. Soit qu'on a un cycle non pathogène ou un cycle pathogène. D'accord? Qui dit un cycle non pathogène, ça veut dire qu'il n'y a pas la forme entamoeba histolytica. D'accord? Alors, comme on a dit, alors, le premier cycle, le cycle non pathogène. Qui maintenant, les kystes sont la forme infestante. D'accord? Alors, une fois ces kystes ingérés, ils vont perdre leur membrane. D'accord? À cause du cycle digestif, bien sûr, et se transforment après division nucléaire le 8 amibes de type Mineta. D'accord? Alors, un seul kyste va donner 8 amibes de type Mineta. D'accord? 6 amibes de type Mineta qui ont la lumière du côlon, vont une division par supparité. D'accord? À chaque fois, ils diront une division par supparité, etc. Maintenant, si elles sont agressées, 6 amibes de type Mineta vont s'enkyster et seront éliminées dans les selles. Alors, c'est le cycle non pathogène. C'est un cycle asymptomatique. D'accord? Un kyste va donner 8 amibes de type Mineta, puis une transformation vers des kystes et éliminé par les selles. D'accord? Donc, quand on chauffe le cycle pathogène, comme on a le cycle pathogène, ça veut dire qu'il y a la présence de l'entamoeba histolytica. Alors, kiff, toujours les kystes sont la forme infestante. Les kystes vont se transformer en 8 amibes de type Mineta, mais cette fois, 6 amibes de type Mineta vont se transformer l'entamoeba histolytica. D'accord? À cause de plusieurs facteurs favorisants, par exemple à cause de la modification de la flore bactérienne du côlon, ou là, par exemple, à cause de l'irritation chimique et mécanique de la muqueuse digestive, ou là, même selon la souche d'amibes. Il y a certaines souches d'amibes qui se transforment le type histolytica. D'accord? Alors, donc, le problème, ce type entamoeba histolytica, c'est que a un potentiel enzymatique important. D'accord? Et qui dit un potentiel enzymatique important, ça veut dire un pouvoir nécrosant. Alors, à cause de ce pouvoir nécrosant, on a des ulcérations dans la lumière digestive, dans la lumière du type digestif. On a ce qu'on appelle des abcès en bouton de chemise. Et voilà, il y a un cycle pathogène, on a les signes cliniques, d'accord, de type de douleur abdominale, des diarrhées, des tinèsmes, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle un cycle pathogène. C'est un cycle pathogène, c'est la forme intestinale. Mais qui m'a dit, c'est que l'entamoeba histolytica a un pouvoir enzymatique, ça veut dire capable de dans la lumière digestive, pardon, dans la paroi digestive, حتى يلحقوا les vaisseaux. D'accord? بعد كم une migration vers les autres organes, surtout le foie, beaucoup plus, et les poumons, etc. Mais surtout le foie. وهنا حيمدنا des signes cliniques, ça veut dire hors du type digestif, ça veut dire ce qu'on appelle l'amébiase extra-intestinale. À peu près un petit rappel le cycle évolutif de l'entamoeba histolytica. On va passer. Alors, la deuxième proposition, l'amibe
pathogène peut se localiser initialement au niveau hépatique. Comme on a dit donc, kyste, يرجع يتأمي بمينيتا puis يرجع entamer histolytica. On بعد باش يعطيك la forme hépatique. Alors c'est pas initialement, l'amipathogène peut se localiser initialement, non. La forme initiale, c'est l'amébiase intestinale. D'accord? La forme hépatique, elle est secondairement, se localise secondairement. D'accord? Alors, elle est fausse. Très bien, chez le sujet immunocompétent, toutes les amies peuvent être pathogènes. Déjà, comme on a dit, donc, il y a le cycle non pathogène, il est asymptomatique. D'accord? Il n'y a pas de symptômes, même pas à cause de l'absence de la forme histolytique. Alors, c'est pas toutes les amies peuvent être pathogènes. D'accord? Le traitement est à base de métronidazole. Bien sûr que oui, le flagyl, c'est le traitement de référence flammébiase intestinale. D'accord? La fièvre est toujours présente au cours des syndromes désentériques. Alors, la fièvre. C'est vrai que flammébiase intestinale aiguë, il n'y a pas de fièvre. D'accord? En général, il n'y a pas de fièvre. La fièvre est capable de gagner, soit qu'il y ait des enfants. D'accord? Alors, chez les enfants capables de gagner la fièvre. D'accord? Ou la tani في localisation secondaire, par exemple, la localisation hépatique, il y a une fièvre précoce, d'accord. Mais la forme de l'amébiase intestinale, chez la dite par exemple, il n'y a pas de fièvre. Alors la fièvre, elle n'est pas toujours présente. Alors elle est fausse. Alors on va cocher cette proposition, comme on l'a dit, flagyl, c'est le traitement de référence de l'amébiase intestinale. Très bien. La question suivante, l'hématozoaire du paludisme est inoculé à l'homme par l'anophèle femelle sous l'une des formes suivantes. Laquelle? Gamétocyte, schizonte, sporozoïde, mérozoïde ou la trophozoïde. Très bien. Alors, quelle est la réponse juste? Bon, la réponse juste, là, sont les sporozoïdes. D'accord? Et on va faire maintenant un petit rappel à le cycle parasitaire du paludisme pour bien comprendre les cycles où on a chaque forme. Alors, le cycle parasitaire du paludisme. Alors, comme vous savez, le vecteur, c'est l'anophèle femelle. D'accord? Alors, cette anophèle, elle va injecter des sporozoïdes dans le sang humain. Alors, la forme infestante pour l'homme, c'est les sporozoïdes. D'accord? Ces sporozoïdes, une durée de 30 minutes après l'injection, d'accord? Ils vont coloniser les hépatocytes, ça veut dire les cellules hépatiques. D'accord? Et ces sporozoïdes, ils vont se transformer des cryptozoïdes qui يدخلوا داخل les hépatocytes qui يدخلوا داخل les hépatocytes راح يرجعوا لنا des cryptozoïdes. D'accord? Des sporozoïdes راح يرجعوا des cryptozoïdes. Puis ces cryptozoïdes راح تصير لهم une multiplication par susciparité. D'accord? Qui va donner une schizonte hépatique pleine de cryptozoïdes. D'accord? Ce qu'on appelle une schizonte hépatique ou là le corps bleu. D'accord? Après, un éclatement. D'accord? Il y aura une libération des mérozoïdes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des cryptozoïdes et qui après l'éclatement, nous des mérozoïdes. D'accord? Ces mérozoïdes, ils vont coloniser d'autres hépatocytes saines. D'accord? Mais chef kamel le genre du paludisme. Réel le paludisme vivax, le valet et le malaria. Par contre, le paludisme falciparum, non. Une fois les hépatocytes, ces mérozoïdes, ils vont coloniser les érythrocytes, les globules rouges. D'accord? Par contre, les autres, vivax, ovarie et malaria, capables de une colonisation d'autres hépatocytes saines. D'accord? Après certain temps, ces mérozoïdes, ils vont coloniser les globules rouges. Pardon, ce qu'on appelle le cycle intrahépatique, d'accord, ou le cycle exo-érythrocytaire. Ça veut dire mazal ما وصلناش les globules rouges. Par contre, دوكا كي يدخلوا les mérozoïdes داخل les globules rouges, هذا ce qu'on appelle هنا يبدا le cycle érythrocytaire. D'accord. Alors, ces mérozoïdes qui يدخلوا داخل les globules rouges راح تصير لهم une transformation حيوليو des trophozoïdes.
D'accord? Ces trophozoïtes, il y a plusieurs transformations. Il y a le primaire, puis secondaire, d'accord? Puis il y a une schisonte. Cette schisonte, il y a primaire, secondaire, tertiaire, puis quaternaire. Quaternaire, ce qu'on appelle le corps en rosacée. D'accord? Puis, le corps en rosacée, il y a un éclatement, d'accord? Il y aura une libération des mérozoïtes qui est FDB. Et ces mérozoïtes, ils vont coloniser d'autres globules rouges sains. Oui, il y a le cycle d'or, ce qu'on appelle le cycle érythrocytaire. Donc, le début du cycle érythrocytaire jusqu'à la fin de il compte 48 heures pour le paludisme vivax, ovalé et falciparum. D'accord? Par contre, le paludisme malaria, il gît 62 heures. Ça veut dire le début de colonisation des globules rouges jusqu'à l'éclatement des globules rouges. Il gît 62 heures pour paludisme malaria et 48 heures pour vivax, ovalé et falciparum. Après un certain nombre de cycles érythrocytaires, les défenses immunitaires s'organisent, d'accord? Et ces mérozoïtes s'arrêtent alors de se diviser pour subir une différenciation des gamétocytes. Les mérozoïtes, des gamétocytes mâles et femelles. D'accord? Mâles et femelles. Les hybrafs le sang. Puis, qui l'anophèle et lors de son repas sanguin, alors elle va ingérer les formes les canaux le sang. Les gamétocytes, les schisontes, les mérozoïtes, les trophozoïtes, etc. L'essentiel كامل. حنا واش يهمنا دوكا beaucoup plus هما les gamétocytes. Ces gamétocytes qui يدخلوا داخل l'anophèle راح يوليو des gamètes. Ça veut dire mûrs. D'accord. Des gamétocytes راح يوليو des gamètes mâles et femelles. Puis, la conjugaison entre les deux gamètes mâles et femelles qui va donner un zygote mobile, ce qu'on appelle okinète. Okinète. D'accord? Bon, le type digestif, d'accord? Les intestins de le vecteur. Puis, une migration de l'okinète les glandes salivaires de le vecteur au cyste. D'accord, avec l'okinète, une migration les glandes salivaires dans le vecteur, au cyste. Ou dans le cyste, il y a des sporozoïtes, d'accord, en multiplication. Et qui cette anophèle une autre piqûre, elle va libérer les sporozoïtes, d'accord, le salive taha, d'accord, oui, il y a des cycles d'or. Je pense qu'à peu près c'est clair. La question suivante, cochez la réponse juste. Le cycle exo-érythrocytaire de Plasmodium falciparum se déroule au niveau de la rate, du foie, du cerveau, du poumon ou du rein. Alors, comme vous voyez le rappel, alors c'est dans le foie, se déroule au niveau du foie, d'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est le cycle exo-érythrocytaire, et une fois les mérozoïtes colonisent les globules rouges, on va entrer le cycle érythrocytaire. La question suivante, concernant l'accès pernicieux, toutes les propositions suivantes sont fausses, sauf une, laquelle? Il ne survient que après de multiples accès palistres dus à Plasmodium falciparum. Il est diagnostiqué par la sérologie de paludisme et non le frotté sanguin. Il correspond à une atteinte polyviscérale de la parasitose dont l'expression la plus grave est l'atteinte encéphalétique. Il ne se voit qu'en cas de résistance des plasmodiums aux antipaludiens de synthèse. Ou là, il ne se traite pas en cas de grossesse. Très bien. Alors, toutes ces propositions sont fausses, sauf une. Alors, la première proposition, l'accès pernicieux, il ne survient qu'après de multiples accès palistres dus à Plasmodium falciparum. Alors, donc, qui dit accès pernicieux, ça veut dire c'est le neuropaludisme. Et qui dit neuropaludisme, qui m'a comme la survenue de soit brutale, qui m'a capable de après un accès simple. D'accord? Donc, on parle d'un accès grave, un accès pernicieux, ça veut dire c'est le neuropaludisme. Alors, la survenue de la forme grave, capable de soit brutalement, qui m'a capable de après plusieurs accès simples. Alors, cette proposition, elle est fausse. D'accord?
La deuxième proposition, elle est diagnostiquée par la sérologie du paludisme et non le frottis sanguin. Voilà, c'est clair que le diagnostic généralement, le paludisme, on fait le frottis sanguin et la goutte épaisse et pas la sérologie. Alors, elle est fausse. La troisième proposition, il correspond à une atteinte polyviscérale de la parasitose dont l'expression la plus grave est l'atteinte encéphalique. Oui, elle est juste. Oui, comme on a dit, c'est une forme grave. Elle peut toucher plusieurs organes. Elle peut toucher le foie et donner une hépatomégalie. Elle peut toucher la rate et donne une splénomégalie, etc. Et même l'atteinte encéphalique, ce qu'on appelle le neuropaludisme. Alors, elle dit, c'est la proposition juste. D'accord? La quatrième proposition, il ne se voit qu'en cas de résistance du paludisme aux antipaludiens de synthèse. Bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas que cette cause. C'est vrai que la résistance aux médicaments peuvent donner le neuropaludisme, pardon. Mais il y a aussi d'autres facteurs favorisants. Par exemple, les enfants entre 4 mois et 4 ans, ils durent beaucoup plus le neuropaludisme. La femme enceinte, même les voyageurs sans prophylaxie, etc. D'accord? Alors, il y a plusieurs facteurs favorisants. La résistance du plasmodium aux antipaludiens de synthèse. D'accord? Alors, c'est pas que cette proposition. Et la dernière proposition, il ne se traite pas en cas de grossesse. Bien sûr que cette proposition est fausse. C'est vrai qu'il y a certains antipaludiens de synthèse qui sont contre-indiqués la grossesse comme la primaquine, mais quand même il y a la quinine, il y a la mifloquinine qui sont autorisés la grossesse. D'accord? Alors normalement c'est bon, très bien. La question suivante, à propos du favus, toutes les propositions suivantes sont exactes sauf une, laquelle? Alors de cas qui dit favus, ça veut dire qu'on parle, elle est favique, qui sont causées par un dermatophyte qui est le trichophyton Shawanaoulini. Je pense que c'est l'essentiel. Alors, on va lire et on va voir. Alors, c'est une teigne pouvant se rencontrer en Afrique du Nord. Elle provoque une alopécie avec lésions crotteuses. Le champignon responsable pousse sur le milieu de sa bourreau. C'est une teigne contagieuse. Après traitement, l'alopécie disparaît. Alors, toutes ces propositions sont justes, sauf une. D'accord? Alors, la première proposition, c'est une teigne pouvant se rencontrer en Algérie ou en Afrique du Nord. Oui, bien sûr qu'elle est juste parce qu'elle existe ici chez nous. D'accord? Alors, oui, elle est juste. Elle provoque une alopécie avec lésions crotteuses. Oui, c'est vrai, elle provoque une alopécie qui est irréversible. D'accord? Généralement, les autres dermatophytes, par exemple le trichophyton montagrophyte ou la rébrome, etc., vont donner des teignes qui sont, vont donner des teignes ou des alopécies qui sont réversibles. D'accord? Par contre, le favis, ce qu'on appelle la teigne favique, l'alopécie, elle est irréversible, d'accord? Avec des lésions crotteuses. Oui, c'est vrai qu'il y a des lésions crotteuses, sont blanchâtres ou la jaunâtres. D'accord? Alors, oui, elle est juste cette proposition. Le champignon responsable pousse sur le milieu de sa bourreau. Oui, comme la plupart des champignons, oui, il pousse sur le milieu de sa bourreau. Elle est juste. C'est une teigne contagieuse, elle est très contagieuse. D'accord? Elle touche les enfants, qui est capable de elle touche les adultes et elle est très contagieuse. D'accord? Après traitement, l'alopécie disparaît. Comme on a dit, c'est une alopécie irréversible. Alors, ça, là, c'est ça la proposition fausse. Très bien. La question suivante, et je pense que c'est la dernière question. Le chirion est coché la réponse juste. Une teigne microsporique, une teigne à petite plaque, une teigne inflammatoire, une teigne de l'angle ou là une teigne favique. Bon, je pense que Hadi, elle est claire. Si tu connais l'information, directement tu vas cocher une teigne inflammatoire. Le chirion, c'est une teigne inflammatoire. Mais bon, on va essayer de faire un petit rappel. Voilà, parasite ou la dermate ou la kémethabou. Alors, essayez de concentrer, je suis d'accord. Alors, bon, on a les teignes ou les dermatophytoses du cuir chevelu, on a trois types de teignes, d'accord? On a les teignes tendantes, d'accord? Et on a les teignes inflammatoires
et on a les tani faviques. Qui sont les plus fréquents. Les trois types qui sont les plus fréquents. D'accord. Les tani tendantes. On a deux sous-types. D'accord. On a les tani microsporiques et on a les tani trichophytiques. D'accord. Alors, les caractéristiques des deux sous-types, par exemple, les tani microsporiques sont de grande taille et de petit nombre. Par contre, les tani trichophytiques sont de petite taille et de grand nombre. D'accord. Et les tani microsporiques, les cheveux sont cassés, courts à quelques millimètres. Par contre, les tani trichophytiques, les cheveux sont coupés à ras. D'accord, ça veut dire que alors, je parle les tani tendantes. D'accord. Donc, on passe les tani inflammatoires ou les tani ce qu'on appelle les kyrions. D'accord. Le kyrion alors c'est comme un macaron alopécique qui est surélevé par un érythème et des pustules. C'est une tani inflammatoire. Ça veut dire il y a de suspiration. D'accord. Et même là, il n'y a pas de cheveux. Les cheveux sont coupés. Bien sûr. Et enfin, on a les tani faviques, comme je déjà, qui sont très contagieuses, etc. et qui sont les plus rares parmi les deux. D'accord. Comme je dit, c'est une alopécie des fils, d'accord, et qui est irréversible. Alors, on a directement, comme on va cocher, c'est le kyrion. Alors, c'est une définition, ou là, c'est un autre terme des tani inflammatoires, ou là, des tani suppuratifs. D'accord. Alors, j'espère que c'était bénéfique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allah yawfiqkoum, Inch'Allah, et salam alaikum.